Bonjour à tous, je suis Christine Colmont, journaliste santé innovation et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, surtout avec vous, docteur Staniskevic, médecin vasculaire à Vambrochy dans les Hauts-de-France. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur cet événement Facebook Live sur le thème Tout savoir sur les jambes lourdes pour être mieux après le 11 mai. Le 11 mai, c'est lundi. Et comme vous le savez, on a vécu donc 8 semaines, 8 longues semaines de confinement. Et ceci pour éviter de faire circuler le virus Covid-19. Alors certains se sont mis au jogging, mais pas tous, hein. La plupart d'entre nous, on a moins marché pendant cette période et on le sait, le confinement et la sédentarité, tout cela, ça favorise l'évolution de l'insuffisance veineuse, en tout cas pour les patients qui en souffrent, et ça concerne un Français sur trois. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques informations techniques sur ce Facebook Live. Si vous souhaitez poser vos questions, surtout posez-les par écrit et dans le commentaire en haut de l'écran à comments, live comments, et n'hésitez pas à partager le lien donc de ce Facebook Live, et sachez que cette conférence va être enregistrée, et si vous souhaitez la rediffuser, la re-regarder et évidemment la partager, n'hésitez pas, surtout pas. Docteur Staniskevic, vous êtes donc spécialiste du traitement des veines dans votre cabinet à Vambrochy. Vous avez participé à la création d'un centre Nord-Flébeau, qui est le 3e centre français, et surtout vous avez ouvert votre cabinet donc à Vambrochy en 2006. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'insuffisance veineuse? Pourquoi a-t-on les jambes lourdes? Quels sont les signes à repérer et quelles sont les évolutions possibles? Oui, bonjour à toutes, bonjour Christine. Je vous remercie déjà de nous donner un peu de temps et puis un peu d'espace pour communiquer là-dessus. C'est vrai que l'idée est venue d'organiser ce genre d'événement suite à de nombreux appels qu'on a eus au cabinet pour des jambes douloureuses, des gens qui avaient mal, ça gonfle, ça devient rouge, des choses qu'on voit habituellement en période canicule, c'est vrai, où les gens se confinent naturellement pour échapper à la chaleur. Mais alors ça dure 15 jours, 3 semaines, et puis ça passe. Et surtout, on a eu une vraie rupture du lien social et du lien médical là, pendant 8 semaines. Hein. Ça a duré beaucoup plus longtemps et ça a généré beaucoup d'inquiétudes en fait. C'est souvent effectivement des gens qu'on doit simplement rassurer. On en a vu quelques-uns en consultation en urgence, bien sûr, parce qu'on est là pour ça. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de faire passer les messages et d'expliquer ce qui se passe pour mieux comprendre, pour mieux l'appréhender et puis aussi pour pouvoir mettre en place les mesures de prévention qui vont être importantes parce que d'un point de vue technique aussi, à cause des contingences du Covid, on ne va pas pouvoir forcément retraiter tout le monde partout. Certains blocs opératoires risquent de rester fermés pour être à disposition pour les matériels, etc. Donc la prévention va être extrêmement importante dans les semaines et dans les mois qui viennent, c'est sûr. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de médecine, mais on va faire un petit éventail pratique de ce qu'est l'insuffisance veineuse pour comprendre pourquoi on vous demande les mesures de prévention et pourquoi on gère la veine de la manière dont on le fait aujourd'hui. Voilà. Donc ça, on a une petite diapositive qui devrait arriver, qui va me permettre de vous expliquer comment ça fonctionne. Il faut simplement comprendre que l'organisme, il est un peu comme toute usine. Il a besoin d'être approvisionné en matières premières. Alors, dans le corps humain, c'est de l'eau, de l'oxygène, du sucre, qui va être propulsé par le cœur dans les artères, qui vont arriver à la petite usine. L'usine, c'est les organes. Alors, ça peut être le cerveau, mais au niveau des jambes, effectivement, ça va être les muscles. Et les muscles, quand on marche, on a besoin d'énergie, et la production d'énergie produit des déchets, en particulier l'acide lactique, par exemple, tout le monde connaît ça à l'effort physique. Et les veines sont chargées de ramener le sang chargé de ces déchets vers les centres de nettoyage et de détoxification de l'organisme pour repartir à nouveau dans la boucle. Et l'insuffisance veineuse, elle vient s'exprimer, là, le petit accident de la route, l'accident de circulation, ça vient à ce moment de retour qui ne se fait pas comme il faut avant l'élimination des déchets. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de l'anatomie veineuse. Ce qu'il faut comprendre sur le schéma qui est à côté, c'est qu'on a effectivement deux systèmes veineux qui sont en relation l'un avec l'autre. Le système veineux profond, qui fait une grosse partie du boulot, et puis le système veineux superficiel. Vous avez entendu parler des saphènes, par exemple. C'est lui qui va éventuellement poser problème et qui va surtout s'exprimer. C'est 10% du système veineux, mais c'est une minorité agissante au niveau des symptômes. Voilà. Alors, une fois là, on a posé les acteurs, il faut comprendre comment ça marche. Et pour ça, il y a une petite animation toute simple qui va pas tarder. Il faut comprendre que
Jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire, quand on fait couler de l'eau vers le bas, elle n'est jamais remontée spontanément dans le tuyau. C'est pareil pour le sang. Et on a donc la marche qui est le moteur essentiel du retour veineux. C'est le fait de déposer le pied au sol, de contracter le mollet ensuite qui va propulser le sang vers le haut. Et ensuite, on va surtout s'attacher à empêcher le sang de redescendre. Et pour ça, voilà, on a un système de valvules, de valves, alors, voilà, qui va laisser passer le sang au moment où la contraction propulse le flux vers le haut. Et puis, le sang va redescendre, emmener avec lui les valvules qui vont se refermer et empêcher le sang de redescendre. Donc, une espèce d'ascenseur interrompu comme ça monte un peu comme ça. On n'a pas un flux complètement continu. C'est pas un train qui avance. Voilà, l'animation est en train de se faire. Et quand on va avoir, soit par une maladie au niveau des valvules, un défaut de valvule, ou au niveau de la paroi, une souffrance qui va s'exprimer, la veine va soit se déformer, soit les valvules vont s'abîmer et on a un phénomène d'incontinence, c'est-à-dire que le sang repasse entre les valvules, redescend vers le bas, donc vers le pied, et va provoquer toute la série des symptômes, tous les signes qui vous embêtent, toutes les conséquences de l'insuffisance veineuse viennent de là. Donc, avoir les jambes lourdes, hein, on l'a vu, c'est assez fréquent. Et si cela entraîne à la longue cette insuffisance veineuse, vous avez même parlé de incontinence veineuse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se manifeste cette maladie avec plus de détails et puis qui touche-t-elle exactement? Oui, alors on va faire une photo. Hein, le terme à la mode en ce moment avec le Covid, c'est l'épidémiologie. Donc, on va aller très vite. Voilà, il y a encore une diapo qui va arriver. Sur l'insuffisance veineuse, c'est une maladie chronique. Déjà, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'elle va effectivement vous embêter un petit peu toute votre vie, mais j'allais dire surtout toute votre vie professionnelle. On a beaucoup de patients et patientes qui nous disent, c'est vrai que depuis que je suis à la retraite, j'ai moins mal. Et ça va être essentiellement la sédentarité qui va jouer. Alors, j'aime pas le terme d'entretien dans l'insuffisance veineuse, je préfère le terme de surveillance. On arrive aujourd'hui à stabiliser des patientes ou des patients pendant 2 ans, et puis on fait un contrôle en écho, et on dit, écoutez, tout va bien, on se revoit dans 2 ans, sauf si problème. On n'en est plus à se voir tous les mois pour scléroser. C'est un temps qui est quand même assez révolu, ça. Hein. Ça a changé. Et c'est une maladie qui va éventuellement évoluer par poussée. Vous pouvez être tranquille pendant 2-3 ans, puis d'un coup, bam, il se passe un truc, et c'est le moment de reconsulter. Cela dit, il y a des éléments d'antécédents ou de facteurs de risque qui vont nous amener à vous proposer de vous voir plus souvent. Par exemple, l'hérédité. Hein, il est clair qu'il y a une composante familiale dans l'insuffisance veineuse. Il y a des familles de variqueux et quand on vous le demande en consultation, c'est fréquent. Ma grand-mère en avait, ma mère en a ou mon père, etc. C'est un leitmotiv, hein, c'est tout le temps. Il y a d'autres facteurs de risque qui sont liés à ce qu'on est. Alors, il y a la sédentarité. Nous sommes tous devenus extrêmement sédentaires. Je l'ai dit déjà un peu tout à l'heure, la marche est un moteur essentiel. On va en reparler après. Les 10 000 pas par jour. Les 10 000 pas par jour. Alors voilà, les 10 000 pas par jour. On va effectivement en parler un peu plus loin, mais c'est capital, hein, c'est vraiment important. Et alors, parce que ça va générer aussi du surpoids, de toute façon, le fait d'être sédentaire le plus souvent. Les grossesses aussi, quand elles commencent à être 1, 2, 3, ça peut abîmer un peu le système veineux. Et puis, il y a surtout ce à quoi on va être exposé. Et les grands facteurs de risque professionnels, hein, puisqu'ils sont là, c'est le fait d'être debout toute la journée, statique, mais assis, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Et il y a aussi le port de charge lourde. Il faudrait que j'ai pas beaucoup de facteurs, je crois, de factrices dans la patientèle parce que ça bouge un facteur. Voilà. Alors, comme on s'est énormément effectivement sédentarisé, ça touche pas loin de 20 à 30% de la population à des niveaux différents. Tout le monde n'a pas des varices, mais il y a 20 à 30% de la population qui se plaint de symptômes veineux. Voilà. Il y a un peu plus de femmes, c'est vrai, en consultation que d'hommes. C'est lié à 2 choses. Il y a d'abord une demande plus esthétique chez les patientes, c'est bien normal. Et puis, il y a aussi une forme de pragmatisme. Les patientes ont beaucoup moins peur des soins que les messieurs, c'est sûr. Quand je vois un garçon passer la porte du cabinet, souvent je sais qu'il va y avoir du travail et qu'il y a une femme qui pousse derrière. Heureusement que vous êtes là. Cela dit, l'âge de première consultation reste assez tardif. C'est un peu dommage parce qu'à 45 ans, c'est souvent quand on a déjà des symptômes un peu avancés ou qu'on a vu apparaître une varice. Et si on prend l'exemple, par exemple, d'une coiffeuse, d'une prof ou d'une hôtesse d'accueil qui est parfois déjà debout depuis 15 ou 20 ans, l'insuffisance veineuse a eu le temps de faire des dégâts sous-jacents sans qu'on s'en rende forcément compte. Et c'est un peu dommage parce que ça va générer aussi un volume d'intervention qui est assez conséquent. Alors, comment je fais pour savoir si j'ai potentiellement une insuffisance veineuse ou pas? Est-ce que je suis concerné ou pas?
Il y a 3 grands types de manifestations qu'il faut essayer de repérer. Il y a ce que vous allez ressentir, ce que vous allez voir, et puis ce qui va éventuellement se compliquer. Ce que vous allez sentir, c'est ces fameuses jambes lourdes. Alors, c'est quoi les jambes lourdes? Elles ont une spécificité, c'est que ça va s'installer au fur et à mesure de la journée. On va avoir plus mal aux jambes à la fin de son poste que le matin au réveil, tout simplement parce que le fait d'aller se coucher, les toxines vont s'éliminer petit à petit et le lendemain, on est soulagé, on a moins mal aux jambes. Il y a une forme atténuée de ces lourdeurs de jambes, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, des paresthésies. Alors, ça veut dire toutes ces petites douleurs dont on ne sait pas bien dire le nom, mais qui nous gênent. Les patients me disent souvent, moi je leur dis, dites-le moi avec vos mots à vous, c'est la peau qui me paraît trop petite, mes jambes, c'est comme si j'avais l'impression que ça allait un peu éclater, ma peau est serrée, j'ai de l'eau qui coule le long des jambes, c'est comme si j'avais des bêtes qui courent le long des jambes, c'est des choses qu'on entend assez couramment, et c'est un bon signe pour se dire, tiens, il se passe peut-être quelque chose, surtout si c'est des choses donc, qui apparaissent au fur et à mesure de la journée. Alors, il y a un deuxième signe qui est assez méconnu, c'est les crampes. Les crampes, elles ont aussi une spécificité. Elles vont se produire en général dans le quart d'heure ou la demi-heure qui suit le moment où on va s'allonger dans le canapé pour regarder la télé, prendre son bouquin favori, ou quand on va se coucher. Le mécanisme est tout simple. Tous ces déchets qui se sont accumulés au fur et à mesure de la journée, on s'allonge, on crée un retour massif d'acide lactique et de déchets variés, et le muscle va simplement réagir en disant crampe. Voilà. Donc ces crampes, on les appelle encore une fois dans le jargon de primo-décubitus. C'est vraiment les crampes qui vont vous empêcher de vous endormir. Il y a une forme qu'il faut essayer de percevoir aussi, c'est ces impatiences. On en parle beaucoup. Ça rentre dans un cadre qui est aussi celui des jambes sans repos. Les jambes sans repos, c'est une pathologie à part entière qui doit être diagnostiquée comme telle. Mais quand on cherche à savoir si vous avez des jambes sans repos ou pas, on cherche aussi à savoir si vous avez une insuffisance veineuse qui pourrait mimer les symptômes de jambes sans repos. Donc c'est pareil, c'est les jambes qui vont avoir besoin de bouger, on a besoin de bouger dans le lit ou de se lever. Enfin, ça énerve parfois le conjoint, dit qu'est-ce que tu fais, tu gigotes, c'est typique. Et c'est toujours effectivement dans cette première demi-heure un peu fatidique, entre guillemets. Ça, c'est tout ce qu'on ressent. Après, il y a ce qu'on voit, et ça va être essentiellement l'œdème. Alors, tout le monde trouve que souvent, j'ai mes jambes gonflées, je vois pas mes chevilles, etc. Parfois, on est fait comme ça. Ce qui doit alerter ou attirer l'attention, c'est quand en fin de journée, un bon signe, c'est de se dire, tiens, c'est vrai, on voit beaucoup l'élastique de la chaussette sur la cheville, par exemple. Quand il est fort marqué, c'est un bon signe. C'est un œdème aussi, donc un gonflement qui va se manifester plutôt au niveau des chevilles. Ça commence plutôt en bas. Et puis, il disparaît complètement le matin. Encore une fois, on s'est allongé, on a favorisé le retour veineux, on a lutté contre la gravité naturellement. Et donc, du coup, le matin, c'est complètement dégonflé. Et puis, on voit apparaître parfois les vaisseaux. Ça y est, les fameuses varices. Alors, toute veine qui se voit n'est pas une veine malade. Il y a des critères précis pour définir une varice. Et ceux-là, on les voit essentiellement à l'échographie, même si quand on a un peu l'œil, on se doute de ce qui est veine normale ou ce qui n'est pas. On va distinguer deux types de varices. Les varicosités, les petits trucs bleus disgracieux, qui parfois sont alimentés par en dessous par ces varices, qu'on dit internes. C'est tout à fait impropre. C'est juste pour bien comprendre l'idée qu'elles peuvent être présentes en dessous, sans qu'on les voit. Et puis, si on attend vraiment, on va commencer à avoir des signes d'empoisonnement de la peau, entre guillemets, avec les eczémas variqueux. Et puis, si on laisse évoluer au bout de la chaîne, il y a le fameux ulcère variqueux. Beaucoup de patientes ont vu leur grand-mère avec des bandes, voilà, la jambe enserrée toute la journée. C'est pénible, c'est difficile. Tant qu'on n'a pas fermé la varice en dessous, ça va être difficile de le guérir, en tout cas durablement. Et donc ça, c'est la complication, on dit cutanée trophique en bout de chaîne. Entre deux, il y a un incident qui peut se produire, c'est que dans ces vaisseaux dilatés, dans lesquels il y a un reflux, ça stagne et le sang déteste stagner, il n'a qu'une envie, c'est de coaguler. Donc là, c'est le deuxième ordre de complication, c'est les phlébites, qu'on va dire superficielles, quand elles touchent donc ces veines superficielles, ces varices issues du reflux. Si on considère que parce que l'épisode est passé, que la crise est passée un peu comme une rage de dents et qu'on oublie de revenir pour les soins, on peut passer un cap supplémentaire, la phlébite devient profonde et au bout de la phlébite profonde, il y a l'embolie pulmonaire. Alors là, ça peut être grave. C'est un bout de caillot qui se décroche et qui est arrêté par les poumons. Et en termes statistiques, c'est quand même un patient sur 10 atteint d'embolie pulmonaire qui va en décéder. Voire l'embolie cérébrale, docteur. Alors, quand le caillou remonte jusqu'au cerveau. Alors,
Voilà, il faudrait qu'il y ait une particularité dans la circulation du cœur pour que le caillot puisse passer d'un côté à l'autre. Mais alors, c'est pas impossible. Mais vraiment, voilà, si C'est on grave, c'est attend, très grave. Ouais. ça peut le devenir. C'est pour ça qu'on est un peu plus proactif parfois. Oui, pardon. Oui, donc justement, si vaut mieux peut-être pas attendre et s'y prendre dès à présent pour éviter toutes ces complications. Il y a peut-être des bonnes habitudes à prendre. Donc, vous parliez tout à l'heure de la marche. Est-ce qu'il y a d'autres conseils à suivre? Est-ce qu'ils sont applicables là, même avec ce déconfinement progressif? Parce qu'on pourra marcher, mais bon, on ne sera pas encore tout à fait libre d'aller dans la forêt si on habite en ville, etc. On Ou à la sait plage. que, ouais, ou à la plage, voilà, c'est ça, on va pas forcément, ou là, il peut y avoir du retour veineux en marchant dans l'eau, c'est Mhm. effectivement très bon pour Eh oui. la suffisance veineuse. On pourra pas le faire, on pourra pas aller à la piscine non plus. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme conseil pour pouvoir éviter tout cela? Alors c'est simple. Tous les conseils que je vais donner, ils sont pas valables uniquement pour cette période de confinement, ils sont valables tout le temps. Quand on sait qu'on va commencer une carrière debout, quand on va se retrouver effectivement en période un peu plus confinée ou inactive, et puis même quand on continue, quand on fait des soins, qu'on vous opère ou qu'on fait autre chose, ces mesures de prévention, elles restent importantes. J'allais dire, euh, on, on considère les veines un peu comme les dents, c'est un capital, il faut l'entretenir. Et bah, il y a des brosses à dents pour les veines aussi. Et la première chose, c'est vraiment l'activité physique. Nous sommes des chasseurs-cueilleurs, on a fait ça pendant 350 000 ans, hein, aller dans la forêt, marcher pour trouver de quoi manger. Et notre corps s'est adapté à ça. Et pour l'instant, il ne s'est pas adapté au fait qu'on soit des cliqueurs. Voilà. Alors, la marche. La marche. Le but du jeu, c'est effectivement donc de propulser le sang par la contraction musculaire, les fameux 10 000 pas par jour. Ils viennent, 10 000 pas par jour, ça fait 6 km, hein, c'est ce qu'on faisait dans la forêt, à peu près. On sait par les études qu'en fait, le bénéfice médical de la marche, il est bon pour contre le diabète, contre l'hypertension, pour l'insuffisance veineuse. Et le bénéfice est réel entre 7005 et 10 000 pas par jour. C'est-à-dire qu'avant 7500 pas, on n'a pas trop de bénéfices. Au-delà de 10 000 pas, il faudrait vraiment en faire beaucoup, beaucoup plus pour que le bénéfice continue d'augmenter. Donc 7005 à 10 000, c'est très bien. Et ce qu'il faut, c'est panacher. Ce qu'il faut, c'est avoir à peu près 25-50% de ses pas qui soient faits avec une activité physique qui est modérée. Tout simple pour définir ce qui est modéré et qui ne l'est pas. Activité minime. Je me lève de mon bureau, je vais à la photocopieuse, je passe dire bonjour en compta et je reviens au bureau. Activité minime. Une activité modérée, c'est une activité qui va donner un peu chaud. Voilà. Je commence à avoir un peu chaud. 20 minutes, 30 minutes de marche, c'est un bon pas. On ne vous demande pas de courir. On ne vous demande pas de devenir des professionnels ou des sportifs accomplis. Juste simplement de bouger, de stimuler le corps qui en a besoin. Voilà. Et ça suffit largement. Alors, je pense aussi effectivement aux patientes qui parfois m'ont dit, mais écoutez, je ne sors pas, c'est ma petite fille qui me met mes courses sur la fenêtre, j'ai peur, j'ai peur. Il y a des petits exercices à faire à la maison, on les trouve assez facilement sur YouTube. Je crois que je les ai mis aussi sur Facebook, de contraction musculaire. On fait aller les pieds, comme ça tout simplement, où on fait des mouvements de rotation avec la cheville. On met un peu les pieds en l'air, ça aide pour activer la circulation et diminuer ce phénomène de stase, de stagnation qui se fait du fait de la sédentarité. Voilà. Donc, exercice physique, la marche, c'est bien pour tout et c'est pour ça qu'on vous la propose. Mais il y a d'autres petits exercices que vous pouvez trouver facilement pour stimuler le système veineux. L'autre élément, donc effectivement, c'est la surélévation des jambes. Alors c'est un classique. Là, pour le coup, c'est vraiment l'idée de soulager. Quand on a une période où on a un peu mal aux jambes, l'idée, c'est de pas en faire de trop. C'est pareil. Souvent en consultation, on dit ah bah j'ai acheté un lit, c'est parfait, je peux faire voilà, je mets ça d'angle. Vous allez vous faire mal au dos. Voilà, faut pas faire ça. Ce qui va bien, c'est 5 degrés. Alors, comment on fait 5 degrés? Une petite bouteille d'eau au bout du matelas, l'équivalent d'une surélévation d'une boîte de sardines au niveau des pieds du lit. C'est ce genre de petites choses qui va simplement créer une pente. Ce qu'on veut, c'est que le flux se fasse plus facilement. Au fil de la nuit, c'est pas la peine de faire très fort très longtemps. C'est pas la peine. Les vêtements qui sont... alors oui, pardon, je reviens juste sur un truc là-dessus. La posture aussi, et surtout, je pense aux patientes en télétravail en ce moment. On est très très mal assis parfois à son ordi. Il faut adapter son poste de travail pour que alors la posture soit bonne, pour laisser l'axe veineux ouvert, on va le dire comme ça. Hein. Mais l'idée, c'est donc d'avoir un ordinateur qui soit au niveau des yeux, ce que j'ai pas en ce moment, par exemple, et d'avoir les genoux qui soient en accent circonflexe, 110, 120 degrés,
reposant volontiers sur un repose-pied pour s'obliger à se tenir droit, en fait. Ça maintient la posture droite et ça permet à la circulation de se faire un peu plus librement. Ça, c'est pour la posture, effectivement. Et puis, alors les vêtements trop serrés, je ne sais pas si ça empêche vraiment la circulation, mais en tout cas, c'est un signe aussi qu'il se passe quelque chose. Quand votre jean vous sert de trop le soir, c'est qu'effectivement, il y a un petit œdème qui se constitue. Et classique, mais c'est un conseil classique, on continue de le donner. Je vais insister beaucoup plus sur la contention, qu'on devrait appeler compression médicale. Là, pour le coup, c'est une vraie brosse à dents des veines, parce qu'elle va vous permettre de prévenir le développement et de ralentir en tout cas le développement de cette insuffisance veineuse. Il faut être très, très simple. C'est une fringue. Ça se met le matin quand on s'habille et on l'enlève le soir quand on rentre et qu'on en a marre. Et vous mettez ce que vous voulez, bas, collants ou chaussettes. Je préfère largement une paire de chaussettes portées du mois de septembre au mois de mai que des collants qui restent dans le tiroir toute l'année. Voilà. De la même manière que pour les dents, tous les dentistes vous diront qu'il faut se laver les dents 3 fois 30 minutes par jour. Peut-être certains font. Moi, j'ai pas toujours le temps. Je le fais tous les jours, mais pas tout ça. L'idée, c'est de le faire le plus souvent possible et surtout quand vous bossez. Ce que je dis effectivement aux patients en consultation, s'il vous plaît, mettez-la en bossant. Le jour où vous faites du sport, pas juste de la marche, du sport, je vous autorise à pas la mettre parce que vous allez faire ce qu'il faut. Et quand vous bossez, vous la mettez et vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Il faut faire simple, je pense, avec ça, mais c'est un élément vraiment essentiel de prévention et d'entretien. Docteur, aussi, si je Oui. peux me permettre aussi d'ajouter, quand on pourra à nouveau reprendre l'avion, il faut aussi toujours avoir ses chaussettes ou ses bas de contention pour Alors, éviter justement cette voilà, insuffisance. pour plein de raisons. Sur les vols courts, il y a un phénomène de pressurisation, dépressurisation de la cabine. Les hôtesses de l'air connaissent ça par cœur. Ça fait gonfler, dégonfler. Ça stimule très fort le réseau veineux qui peut ne pas encaisser. Et même pour un vol très court, on peut être embêté derrière par un œdème qui va perdurer pendant 8-10 jours. Voilà. Sur les vols longs, c'est vraiment le risque de phlébite, qui est lié à plusieurs choses. Il y a la pressurisation de la cabine qui effectivement a tendance à pousser le sang vers le bas. Il y a la déshydratation à cause de la clim. Il y a le fait qu'on ne se lève pas beaucoup. Et puis qu'on oublie aussi de s'hydrater. C'est extrêmement important. Donc la compression, quand on fait des vols longs, c'est vraiment important. C'est le syndrome de la classe éco, c'est ça. C'est la patiente ou patient qui n'a pas mis sa contention, qui s'est endormi volontiers pendant le vol, qui a oublié de s'hydrater et qui fait une phlébite pendant le vol et en se levant, boum, embolie pulmonaire. C'est un peu dommage. À éviter. Ouais. À éviter. Voilà. Donc il faut boire de l'eau, beaucoup d'eau. Alors voilà, il faut boire de l'eau. 1,5 litre, 2 litres par jour, c'est des recommandations générales, incluant toutes les boissons du matin, le petit thé de 5 heures, etc. L'idée, c'est pas tellement de fluidifier le sang pour l'empêcher de coaguler. Ça va pas marcher. C'est vraiment d'apporter un volume hydrique liquidien qui va permettre de nettoyer ces fameuses toxines au fur et à mesure de la journée. C'est la détox de base, il faut s'hydrater, point. Voilà. Et malgré toutes ces mesures, tous les conseils que vous donnez en matière de prévention, la maladie est hélas évolutive. À quel moment faut-il aller voir un médecin et pourquoi faire pour quelles mesures, qu'est-ce que vous, en tant que médecin, vous pouvez faire quand les patients viennent vous voir? Tout à fait. Alors, ça, c'est vraiment capital de comprendre la manière dont votre praticien réfléchit. Et pardon, je vais encore pousser l'image avec le dentiste, mais c'est ça. On a un capital veineux et on a des valves qu'on ne sait pas réparer en fait. La lésion primitive ou la paroi qui se dilate, on ne sait pas. On ne sait pas encore réparer ça. Du coup, on fait tout ce qu'on peut pour éviter d'en arriver là. C'est toutes les mesures dont on vient de parler. Mais bon, parfois, il faut effectivement faire quelque chose. Et quand on va vous proposer un soin, quel qu'il soit, on a toujours en tête qu'est-ce que je dois faire pour ne toucher que ce qui est atteint, respecter le réseau veineux à côté qui fonctionne. Bref, quand votre dentiste il enlève une carie, il n'enlève pas la dent. Voilà. Et tout ça, ça ne peut être évalué que lors d'une cartographie de votre système veineux. Donc, c'est personnalisé. Chaque patient a un traitement, une cartographie personnalisée qu'on fait à l'échographie. C'est fini le temps où on regardait le mollet, on disait bah oui, ça doit être la saphène, faut qu'elle s'en aille. Non, ça c'est terminé. Et en fonction de ça, en fonction de cette cartographie, on définit la stratégie thérapeutique en fonction de plein de critères. Mes contingences techniques, mais aussi patient qui peut avoir peur du bloc, peur des aiguilles, peur des produits chimiques. Voilà, on a tout un arsenal thérapeutique aujourd'hui qui permet effectivement de s'adapter dans la mesure du possible aux souhaits de chacun.
Justement, docteur, vous pouvez nous décrire un peu tout cet arsenal thérapeutique, tous les traitements possibles que vous pouvez faire, vous, à votre cabinet, comme vos confrères dans le leur. Ouais. Tout à fait. Alors, il y a les grands classiques, hein. On va parler de la sclérothérapie en premier. C'est l'outil, j'allais dire, presque ancestral et qu'on continue d'utiliser parce que c'est un outil de qualité. Pour ce qu'il a à faire, c'est comme tout. On utilise, c'est ce que je dis souvent en consultation, on n'utilise pas une clé de 12 quand on a un boulon de 10. On ne fait pas tout avec la sclérose non plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. La sclérothérapie, ça consiste à injecter du produit dans la veine qui va créer une réaction inflammatoire et aussi une réaction de coagulation qu'on maîtrise par la quantité, par la dose qu'on utilise en fonction du calibre du vaisseau. Aujourd'hui, c'est pareil, on ne pique plus comme ça, entre guillemets, un peu à l'aveugle. Comme on le faisait avant, on n'avait pas d'autres moyens. Il n'y avait pas les progrès de l'échographie qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on se guide beaucoup par l'échographie pour aller déposer le produit là où on veut et essayer de faire quelque chose, encore une fois, le plus fin possible et le plus sélectif possible. Alors, c'est comme tous les outils, il y a des indications, des contre-indications, des limites. Elles vont surtout être liées à la taille du vaisseau. Quand ça devient assez gros, ça devient difficile d'avoir un résultat durable, en tout cas. Et on a aussi parfois un risque de pigmentation au niveau cutané, donc quand on a une demande esthétique. Voilà, il faut y aller prudemment ou choisir autre chose. C'est vrai que j'aime bien de temps en temps aller au bloc pour faire ce qu'on appelle de la phlébectomie. Ça, c'est un outil que j'aime beaucoup. C'est un vieil outil, mais quand il est fait avec patience, ça permet de donner vraiment des résultats esthétiques, notamment assez jolis, sur des veines très superficielles, très dilatées, qu'on n'aime pas scléroser parce que c'est des taches ou parce que simplement ça peut aussi ne pas marcher. Donc on fait des micro-incisions, hein, je ne vais pas aller dans le détail, mais toutes petites incisions, ça fait 2 mm, on passe un micro-crochet de dentelière et on vient chercher la veine de proche en proche. Ça se fait en ambulatoire. La grande chirurgie classique, en revanche, elle tend à disparaître, elle est même plus recommandée en première intention. On n'a eu que ça pendant très longtemps et on a fait avec. Il y avait effectivement des conséquences anatomiques, hein, c'est très délabrant. Et puis parfois sur les suivis post-opératoires, ça pouvait être un peu difficile. Mais voilà, nos amis chirurgiens, ils sont pour rien. C'est la technique qui est comme ça. Quand on retourne une veine en doigt de gant, ça laisse des traces. Et du coup, effectivement, elle tend à disparaître et tant mieux. Oui, tant mieux. Et par rapport à ces traitements, on peut dire un peu classiques, hein, puisque vous disiez, il y en a certains qui sont utilisés depuis très très longtemps. Il y a eu des progrès dont vous pouvez peut-être nous parler. Oui, alors tout a commencé il y a une bonne quinzaine d'années avec l'arrivée de ce que vous pourrez dire par tous les traitements thermiques. L'idée, elle est relativement simple. On va utiliser une propriété de la paroi veineuse qui est constituée de beaucoup de collagène. Collagène, tout le monde connaît ça, c'est un constituant des tissus. Et il a une propriété particulière, c'est que quand on le chauffe, ça colle. C'est d'ailleurs ce qui donne son nom, hein, collagène. Pour la petite histoire, les fermiers fabriquaient les colles dans les campagnes en faisant bouillir les tendons des animaux parce qu'ils avaient marqué que ça collait bien. C'est aussi simple que ça. Et du coup, les premiers outils qui sont apparus sont le laser et la radiofréquence. D'un côté, c'est de la lumière, de l'autre côté, c'est des micro-ondes, pour aller chauffer ce collagène, coller la veine de l'intérieur. Et quand la veine est collée, elle est morte, et elle va être résorbée par l'organisme. Je vous ramène au dessin animé La Vie, hein, avec les petits Pac-Man blancs, là, les macrophages qui viennent manger la veine. Ça débarrasse, ça sert plus à rien, ça disparaît. Comme si on l'avait enlevé, sauf que on ne l'a pas arraché. C'est vraiment ce que ces techniques-là nous ont apporté, en plus d'une précision, j'allais dire chirurgicale, et dans le traitement et dans les zones à traiter. Voilà, on peut vraiment aller choisir ce qu'on traite spécifiquement. Et puis, alors j'allais dire le petit dernier, mais la technologie qui vient encore pousser l'avantage, c'est l'écothérapie. On va là utiliser des ultrasons qu'on focalise et qui permet vraiment d'apporter un plus en termes de confort patient, parce que on n'a pas besoin d'aller au bloc opératoire, parce que la procédure se fait au cabinet et permet de traiter des veines parfois profondes et d'assez gros calibre. Je ne fais que suivre l'exemple de mes confrères allemands et au Royaume-Uni où c'est déjà bien implanté. Pour une technologie française, quand même, faut le dire, c'est un peu dommage. Je suis très très content effectivement d'avoir été premier centre à proposer ça en France. Et, euh, et du coup, je crois qu'il y a une diapositive pour vous montrer un peu la différence qui devrait arriver sur le principe de mise en œuvre, en fait, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'important, c'est d'avoir du thermique. Ça, c'est clair. Le confort, le fait de ne pas avoir d'incision, de ne pas aller au bloc opératoire,
Ça, c'est vraiment demain et même déjà aujourd'hui, donc avec l'écothérapie. En pratique, en laser ou en radiofréquence, on a besoin d'aller mettre un dispositif dans la veine. On a besoin d'aller mettre le fer à souder à l'intérieur. Donc, il faut aller au bloc, il faut faire une incision, mettre un petit cathéter, et puis on a toute notre procédure sous échographie, ça c'est notre affaire. Avec l'écothérapie, on va utiliser une propriété des ultrasons qui est passée à travers la peau. Ça, on le fait tous les jours en échographie. Ce sont les mêmes ultrasons qui vont passer à travers une loupe à ultrasons. L'image, c'est vraiment celle des rayons du soleil qu'on fait passer à travers la loupe. Si vous passez la main derrière la lentille, il ne se passe rien. En revanche, si vous mettez votre main au point focal, ça va chauffer. Ça va chauffer assez fort. Ben, on fait la même chose, en fait. Voilà, c'est un petit peu Star Wars, entre guillemets, ça part un peu science-fiction, c'est un peu magique. C'est pas une idée nouvelle, on faisait déjà des ultrasons pour aller casser les cailloux dans les vésicules. L'écothérapie est déjà utilisée sur la thyroïde, pour certains nodules, je crois aussi même nodules du sein. Du sein, oui, tout à fait. Voilà. C'est vraiment une précision assez importante et voilà, on fait ça effectivement au cabinet. Parfait. Donc, merci pour ce tour d'horizon, docteur. Tous ces conseils et toutes ces explications, on comprend donc qu'il est important. Vous voulez revenir parce que la slide est réapparue, expliquer exactement comment vous arrivez à... Ouais. Non, c'est... Moi, c'est bien. Je crois qu'il y avait encore quelque chose de prévu juste pour d'autres techniques qui existent aussi, il faut en parler. Et je voulais dire un petit mot sur les vénotoniques. Voilà. Ouais, oui, voilà. Alors, voilà, il y a plein de dispositifs en fait qui existent. Et alors, le Clariven, c'était l'idée d'associer une agression mécanique de la paroi de la veine et puis pour sensibiliser la sclérose. Bon, il faut encore rentrer dans la veine. Le Vénacil, c'est une bonne idée aussi. On va la pas chauffer, mais déposer de la colle chirurgicale dans la veine pour la coller. Là, pour le coup, la coller physiquement. Encore une fois, il faut rentrer dans la veine. Et ça existe. Les vénotoniques, je vais vous citer mon maître, disait. Les vénotoniques, c'est du dafalgan pour la veine. Autrement dit, ça n'a jamais réparé une veine qui ne marche pas et ça n'a jamais empêché une veine qui se dégrade de ne pas se dégrader. En revanche, quand vous avez mal aux pattes, qu'il fait chaud et que vous n'avez pas envie de mettre la contention que je vous ai prescrite, ça peut aider. Effectivement, ça permet de passer un cap douloureux. Ce qui est dommage dans le déremboursement des vénotoniques, c'est que c'était un bon point d'appel pour le médecin de famille. La patiente qui lui demande 2-3 fois une boîte de vénotonique, attendez, vous allez faire un échodoppler parce que si ça dure, c'est qu'il y a peut-être un souci. C'est ce qu'on a perdu. Ce qu'on a perdu dans la prévention, c'est ça, c'est la capacité d'avoir une lumière qui s'allume pour dire attendez, non, vous allez aller faire un échodoppler, je vous donne pas votre boîte. Aujourd'hui, c'est en accès libre, très bien, mais du coup, il y a un petit filtre qui s'est perdu. Bon. Du coup, on le diagnostique un peu plus tardivement aussi, probablement. Voilà, j'ai fait le tour des techniques. Alors qu'il aurait fallu peut-être consulter plus tôt donc dans ce cas-là, et c'est un peu dommage donc que le patient fasse sa propre automédication alors qu'il aurait mieux valu qu'il aille voir un spécialiste comme vous ou d'autres vos confrères. En tout cas, oui, voilà, se tourner vers un élément pour avoir un diagnostic et puis savoir si oui, vous pouvez en prendre ponctuellement parce que voilà, c'est pas si grave. Je vous rassure, il n'y a pas grand-chose. On peut avoir, ça c'est une notion qu'on peut introduire. Tiens, on peut avoir des symptômes veineux sans avoir forcément de varices à opérer. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance veineuse fonctionnelle. En clair, une usine, ça peut déposer le bilan pour deux raisons. Soit les machines sont cassées, ça c'est l'insuffisance veineuse organique. Il faut que j'aille réparer la machine qui est cassée. Et l'insuffisance veineuse fonctionnelle, c'est la machine qui tourne un peu au ralenti, j'allais dire qui vieillit, en tout cas qui s'use, et sur laquelle il faut taper un peu pour qu'elle avance. Voilà. Ça va plutôt être le domaine de l'insuffisance veineuse fonctionnelle. Souvent sensibilisée par le travail, c'est vrai. Ouais. Donc une maladie plus professionnelle. Oui. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces explications. Donc, on comprend qu'il est nécessaire donc de faire pas mal d'exercices, d'entretenir ses veines, et surtout quand on sait que, on le rappelle, l'insuffisance veineuse concerne 1 Français sur 3, et qu'elle évolue par poussée. Nous venons de découvrir donc avec vous toutes les alternatives de traitement. Il est désormais temps d'ouvrir la discussion et je vois que il y a déjà une question. Donc vous pouvez les poser en haut dans Live Comments. Je vous rappelle donc par écrit et le docteur va y répondre. Voilà, j'ai déjà une première question. Alors cette personne me dit qu'elle est séduite par les explications, qui me rassurent. Et je dois dire que c'est la première fois que j'ai effectivement des problèmes après une fracture de la cheville et un arrachage des malléoles. Et jusqu'à présent, personne ne m'a rassurée pour des soins et prise en charge,
Merci de bien vouloir me donner vos coordonnées. Je souhaiterais vous rencontrer et avoir un rendez-vous. Vous avez déjà une patiente, une nouvelle patiente, Ok. docteur. Voilà. Il va y avoir des problèmes. Alors, c'est gentil. Alors, par contre, c'est intéressant parce que ça souligne un point qui est important, c'est que on a parlé de la marche et l'outil de marche, c'est le pied, c'est la cheville, c'est le genou. Et en cas de, effectivement, de séquelles de fracture ou quand le pas va pas pouvoir se faire normalement, que le pied ne va pas dérouler comme il faut au sol, on va pas activer la pompe veineuse comme il faut. Donc, en consultation, je suis extrêmement vigilant à ça à prescrire. Alors, parfois, on ressort avec une prescription de contention, de Oui, vénotonique éventuellement, et des semelles orthopédiques. Voilà, voilà. c'est la vie de tous les jours, mais le pied est un outil ultra important dans le retour veineux. Il faut prendre soin de toute la chaîne articulaire, effectivement. Oui, parce que effectivement, ça empêche de marcher et c'est la meilleure prévention. Vous l'avez redit à plusieurs fois. Donc, entretenir ses pieds, tout comme ses jambes. Le prix des différents traitements, docteur, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée? Tout à fait. Alors, les traitements de sclérothérapie, tant qu'ils ne sont pas esthétiques, ils sont médicaux, ils sont pris en charge par la sécurité sociale. Alors, il y a une échelle de prix, hein, voilà, ça va de 18 à 95 ou 129, je crois, pris en charge du moment que vous avez une mutuelle. Tout ce qui est actes de phlébectomie ou de chirurgie, bah, vous avez pareil une prise en charge par la sécurité sociale et puis après c'est des dépassements d'honoraires qui sont souvent liés au temps qu'on y passe, tout simplement. En laser, radiofréquence, donc c'est une technique qui sont prises en charge par la sécurité sociale. Encore une fois, le temps passé va justifier d'un dépassement ou d'une contrainte particulière. Et alors l'écothérapie n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, certes. Ça démarre pour une technologie qui est quand même une technologie de pointe. Il faut bien se rendre compte que ce sont des robots chirurgicaux. Enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais ça démarre pas loin de 1000 euros. C'est vrai que c'est une somme, mais c'est une somme qu'on investit aussi dans un confort. Et il y a 15 ans, quand j'ai démarré le laser, c'était laser versus chirurgie, et c'était pareil. On investissait une somme d'argent équivalente. C'était à peu près les mêmes ordres de prix. Après, il y a des honoraires en fonction du temps qu'on y passe, encore une fois, ça c'est Oui, donc incontournable. Mais comment ça se passe, docteur? De combien de séances je peux avoir besoin en ah, écothérapie? Est-ce qu'il faut que je prenne un rendez-vous avec vous ou avec vos confrères? Enfin non, avec vous, en l'occurrence, vous êtes le seul en France à utiliser cette technique pour l'instant, pour faire. Pour l'instant, non, non, mais bientôt il y ça en va aura venir. d'autres, mais je veux dire, vous êtes le premier, enfin le pionnier donc en France. Et donc combien de rendez-vous avant? Combien de séances? Oui. Comment ça se passe? Alors, le traitement, que ce soit laser ou écothérapie, d'ailleurs, c'est une séance. On ne va pas faire 50 séances de laser ou 50 séances d'écothérapie. Le but du jeu, c'est vraiment de fermer la veine principale qui fonctionne plus en une session. Au préalable, il aura fallu faire des codoppler pour savoir ce qu'on a à faire. Dans les techniques chirurgicales qui nous emmènent au bloc, la veille, souvent, on se voit pour faire un marquage préopératoire, pour repérer ce qu'on va faire le lendemain au bloc. En écothérapie, bon, il n'y a pas besoin de cette étape-là, puisque de toute façon, on est au cabinet, on est équipé. Et le traitement se fait en une fois. Une séance d'écothérapie pour une grande saphène, ça va durer une bonne heure quand même. C'est une technique qui prend un peu de temps. Mais bon, voilà, on est au cabinet, on discute. Une séance un traitement par laser endoveineux en clinique, c'est dans le même ordre de durée, avec d'autres contraintes, tout simplement. C'est tout. Et comment ça se passe? On se fait traiter, on sort de votre cabinet, on n'a pas de problème pour marcher, on n'a pas de, on récupère tout Ouais, de suite. Enfin, je sais pas, comment ça se voilà. passe? Ma première patiente avait pris un taxi au cas où. On ne croyait pas. Donc, j'ai dit, mais si vous repartirez comme ça, je dis, on ne peut pas se faire opérer des varices et puis repartir comme ça. Si, c'est ça, c'est ce confort-là que ça apporte, que ça soit presque aussi simple, effectivement. Alors, je vais pas dire d'aller chez le dentiste parce qu'on a tous un peu peur d'aller chez le dentiste, mais, mais oui, voilà, Chez on vous, vous vient, on faites pas part. mal, vous ne faites pas mal, vous. Ouais. Alors, on va pas dire que ça fait pas mal, ça picote un peu, comme me disent mes petites mamies, mais c'est pas douloureux. Voilà, on peut pas faire quelque chose de douloureux au cabinet sans vous prévenir non plus. Mm. Euh, il y a une sensation qui peut être parfois désagréable. Un petit peu d'anesthésie locale peut être nécessaire. C'est rien de pire, encore une fois, que chez le dentiste. Les tartrages, ça fait mal, on endort un petit peu, puis on n'en parle plus. C'est la même chose. On a une autre question là, si on est traité par écothérapie, parce que c'est vrai qu'avec certaines techniques, il y avait de la réapparition de varices. Est-ce que c'est le cas avec l'écothérapie? Et si ça réapparaît, au bout de combien de temps il faut que je refasse une séance? Alors, c'est tout simple. Aujourd'hui, avec les techniques thermiques, quand on a les résultats qu'on a aujourd'hui, on sait qu'on est dans des ordres de récidive qui sont inférieurs à 20% à 5 ans. Et ça, c'est pour les traitements, on va dire,
quand on prend la fourchette de mauvais résultats. Effectivement, sans faire de publicité, mais notre centre est effectivement bien placé en France. On a une expérience qui est assez importante en laser et nos taux de récidive sont moins de 5% à 15 ans. C'est quand même quelque chose de formidable. Hein. Dans un traitement médical qui donne moins de 20% de récidive déjà. Docteur, on vous entend plus. Je n'ai plus de son. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Je suis revenu. Voilà, vous êtes là. Très bien. Okay. Bon, vous nous disiez. Pardon. Je ne sais pas où ça a coupé. C'était les récidives, oui, je pense que vous aviez répondu, mais et donc, les récidives, oui, les techniques précédentes étaient soit ça marchait très bien, soit ça ne marchait pas. Il y a 50% des gens qui récidivaient à 5 ans pour des raisons anatomiques, le plus souvent au niveau du pli de laine. Et les techniques endothermiques ou enfin les techniques thermiques en général, elles permettent de ne pas attaquer la crosse de la saphène, la région de laine, de manière aussi agressive qu'avant, et ça conditionne complètement les suites du résultat en fait. C'est ce qui conditionne la tenue à long terme du geste. Et puis le fait de chauffer une veine, bah, oui, ça fait pas mal. On l'arrache pas, donc on n'a pas de suite. On n'a pas de suite importante, hein, quelle que soit la technique thermique. C'est ça l'idée. Il y a une personne qui disait qu'elle avait une épine calcanéenne. Ouais, c'est ça. Et vous lui préconisez quoi à cette personne? Alors, les épines calcanéennes, effectivement, c'est extrêmement handicapant parfois pour pouvoir marcher. Les traitements sont pas très agréables, c'est vrai. On fait souvent des ondes de choc chez le kiné ou des infiltrations chez les rhumatologues. Il faut soulager la pression sous le pied. De mémoire, on fait une talonnette, on fait faire une semelle avec un petit évidement central pour soulager la pression à cette zone-là. Du coup, effectivement, marcher, c'est compliqué. Parfois, de pouvoir marcher ces 10 000 pas avec une épine calcanéenne. Le port de la contention, du coup, devient capital quand on a des symptômes veineux. Et puis les petits exercices de contraction musculaire. Encore une fois, je fais le pédalier, etc. Je fais le vélo. Pour soulager en attendant de pouvoir remarcher normalement. C'est ce qu'on peut conseiller en attendant. Est-ce que faire du vélo d'appartement, c'est conseillé ou Parfait. pas? C'est d'accord. Sinon, il y avait les signes qui doivent me pousser à aller voir un médecin. Quels sont-ils? Alors, d'abord, ce qui va vous gêner. On peut avoir une fois de temps en temps les jambes lourdes. Bon, ça arrive à tout le monde, j'allais dire. On a même il fait chaud. Typiquement. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Il y a 3 pics de douleurs veineuses dans l'année. Il y en a 2 au moment des changements de saison. Le système veineux est très sensible au changement de pression atmosphérique, hein, c'est un tuyau. Et au printemps et à l'automne, on a des pressions atmosphériques qui bougent beaucoup et on l'observe tous. Moi-même, j'ai une insuffisance veineuse fonctionnelle. En mars, j'ai toujours plus mal qu'au mois de juillet. Voilà. L'été, alors on peut avoir mal, mais ça va être plutôt le domaine des œdèmes, en fait. C'est là que ça gonfle un peu plus. Il y a beaucoup de patients qui disent non, je suis jamais en kiné, sauf l'été, ça gonfle un peu, ça m'ennuie. Donc ça va vraiment être ces signes-là, ils peuvent être saisonniers. Donc tant que ça reste comme ça, voilà, si c'est une fois de temps en temps, point barre. Par contre, effectivement, quand ça se répète en dehors de ces périodes-là, où ça devient de plus en plus fréquent, ou que faut repérer, tiens, je suis embêté la semaine, mais je suis pas embêté le week-end, qu'il y a manifestement un facteur professionnel qui vient dégrader votre réseau veineux, ce sera peut-être l'occasion de vous faire prescrire une contention par votre médecin ou de famille, tout simplement pour commencer. Et puis si même malgré ça, ça va pas, effectivement, il faut peut-être penser à faire un écho-Doppler. Justement, il y a une personne qui a des œdèmes aux chevilles. Elle porte des collants de contention. Elle a été voir un phlébologue, donc l'un de vos confrères. Peut-être qu'il faudrait qu'elle aille vous voir ou un autre, je ne sais pas. On lui dit que c'est une insuffisance lymphatique et que il n'y a absolument rien à faire. C'est vrai. Alors, oui, c'est vrai. Rien à faire. Non. Alors, les lymphatiques, c'est quoi? C'est le petit dernier dont on n'a pas parlé effectivement dans la présentation. Je vais vous donner une image toute simple. Dans un tunnel, il y a une voie qui permet d'aller dans un sens et une voie qui permet d'aller dans l'autre. Mon artère et ma veine. Au milieu, il y a toujours une voie de service pour les équipes techniques, pour faire l'entretien, etc. Les lymphatiques, c'est un peu la voie de service. Il y a un volume d'eau important qui arrive par les artères et tout ne repart pas par les veines, en fait. Et ce volume de liquide lymphatique, c'est 15 invalitres par jour dans tout le corps humain. C'est important.
Et rien qu'un litre dans les jambes, je peux vous dire que c'est déjà pas mal. Et ce système lymphatique, il va pouvoir être dégradé, soit primitivement, il est malade, il y a une insuffisance lymphatique, comme on peut avoir une insuffisance veineuse, soit il a souffert d'une insuffisance veineuse. Mais en tout cas, il ne va pas faire ce travail de récupération et de résorption de cette eau. Il faut penser aussi le réseau lymphatique un peu comme des relais de poste pour les cellules de défense qui sont là, mises les lymphocytes, etc. Pour aller vite sur un site d'infection, je me fais une coupure, vite on envoie des cellules de défense. Alors elles partent pas de l'autre bout, elles sont là en stock, et puis elles viennent souvent par le réseau lymphatique, schématiquement. Mais du coup, effectivement, dire qu'il n'y a rien à faire, alors c'est pas moi, mais il y a un centre hospitalier pas très loin de chez moi où il y a une consultation de lymphologie. C'est devenu une spécialité un petit peu à part entière, où ils font ça très très bien, effectivement. Il y a plein de conseils de réalisation d'automassage, de bandage. Il y a tout un bilan à faire justement pour comprendre si les ganglions sont abîmés, s'ils sont ralentis. Il y a tout un tas de choses à bilanter pour savoir comment vous soulager au mieux. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne sait pas les réparer. Il y a quelques publications de gens qui font de la réimplantation de ganglions lymphatiques dans des circonstances particulières. Vous avez eu de la radiothérapie, ça a cramé les ganglions, on en réimplante pour essayer de soulager. C'était fait à Paris pendant un temps, je crois que c'est fait en Suisse. Ça coûte assez cher. Mais voilà, il y a effectivement rien à faire pour réparer un lymphatique qui ne marche pas, on ne sait pas faire. C'est la même chose que pour les valvules. D'accord, donc on a des jambes gonflées, ça peut être la rétention d'eau, un problème d'insuffisance lymphatique. Là, cette personne demande si les vénotoniques, vous aviez tout à l'heure un peu répondu, s'ils sont conseillés pour les jambes gonflées. Voilà, ça permet, vous disiez, d'aller consulter et peut-être de se dire qu'il y a un problème. Après lequel, ça c'est Tout à fait. C'est à voir. Alors, on peut introduire une petite nuance, tout à fait. Il y a quelques lymphatiques, alors j'imagine que je n'ai pas le droit de citer de marque, il y a quelques Oui, bien sûr. Sinon, c'est de la publicité. À activité endothéliale qui aurait été prouvée, avec une activation justement de ce réseau lymphatique, en venant l'activer un petit peu et en permettant de résorber un peu de cet œdème. Voilà. Souvent, quand on a un œdème, s'il n'est pas lymphatique et qu'il est bien veineux, les vénotoniques permettront de passer un cap, encore une fois, et d'attendre, mais souvent, il y a simplement un bilan à faire et voir ce qui se passe. Le Covid-19, bon, il est toujours là. Est-ce que ça a une influence, on avait vu là sur l'insuffisance veineuse, en ce sens où ça nous a un peu empêché de marcher. Et si on est insuffisant veineux, est-ce qu'on est plus à risque face au Covid-19 ou pas? Parce qu'on a vu que, par exemple, les gens qui prenaient certains médicaments étaient moins à risque, les femmes, les personnes plus jeunes. Voilà. Est-ce que l'insuffisance veineuse, ça a une incidence face au Covid-19? Il y a deux questions. Il y a insuffisance veineuse et Covid et insuffisance veineuse, en fait. Voilà. Mais, tout à fait. Alors, l'insuffisance veineuse n'est pas la priorité des voies de recherche dans le Covid, mais on a quand même constaté une augmentation des épisodes de thrombose, c'est-à-dire de phlébite, d'abord d'embolie pulmonaire, parfois spontanée. Il se passe quelque chose dans la circulation avec le Covid, mais vraiment, je ne veux pas alerter les gens. On n'en est pas là. Non. Il ne va pas y avoir une épidémie de phlébite demain matin si vous sortez. C'est pas ça du tout d'embolie pulmonaire. Mais on en est encore à essayer de comprendre ce qui se passe. Mais oui, il y a une réaction au niveau de la paroi des vaisseaux qui peut être source de petites thromboses. Alors pour l'instant, ça se passe vraiment juste au niveau pulmonaire. On ne sait pas si c'est lié à la présence du virus dans le poumon spécifiquement, etc. On a vu aussi, ça a été décrit, des épisodes d'engelure qui se voient d'habitude plutôt l'hiver, pas en ce moment. L'engelure, ce sont des petits vaisseaux qui se resserrent très fort. Ça fait comme un infarctus de la peau. Ça guérit sans séquelles. Là, manifestement, il y a des phénomènes de micro-thrombose qui peuvent se produire. Alors, c'est pour l'instant vraiment en cours d'étude. On ne sait même pas si ça va avoir des conséquences cliniques pratiques. Et honnêtement, s'il y avait quelque chose de grave, on le saurait déjà, vu le nombre de cas. S'il y avait un vrai rapport entre Covid et un risque de phlébite parce que j'ai des varices, ça se saurait probablement. A contrario, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'ai des varices, je suis à risque de phlébite. Et si je ne sors pas, je reste chez moi, on augmente la sédentarité et donc on augmente le risque de phlébite lié à cette sédentarité.
Donc du coup, vraiment, les exercices de mobilisation, le fait de bien penser à s'hydrater, etc., c'est extrêmement important. Portez votre contention, je l'aurais dit, je crois. Et la Société française de médecine vasculaire a effectivement édicté des recommandations pour les patients Covid plus diagnostiqués et laissés à domicile, parce qu'ils vont plutôt bien, mais tout simplement, quand vous avez 40 de température, vous restez plus longtemps couché. C'est rien de très différent que la prise en charge qu'on va pouvoir avoir l'hiver avec les épidémies de gastro, les patients qui ont des phlébites qui me disent ça fait 3 jours que je suis couché, je peux pas venir à mon rendez-vous. Vous vous levez, vous marchez, vous bougez, voilà. Venez. Voilà. Ouais. Il peut être dans certains cas nécessaire de mettre effectivement ce qu'on appelle une prophylaxie, une prévention par des anticoagulants. C'est sous prescription médicale, sous notre évaluation, dans des cas très particuliers. On retombe un petit peu dans les critères de personnes à risque avec Covid, plus de 70 ans, obésité au-dessus de 30 pour le BMI, traitement pour un cancer en cours, et de mémoire, une chirurgie majeure de plus de 3 mois. Mais ça, voilà, il suffit, votre médecin le sait. Mais appelez vos médecins. Appelez vos médecins, c'est important. Oui, ou bien des problèmes génétiques liés à la coagulation du sang. Mais là, effectivement, Oui, si c'est diagnostiqué, votre médecin le sait et peut voilà. tout à fait vous conseiller. Ce qu'on appelle effectivement les thrombophilies, par exemple, qui sont alors pas des maladies, mais des motifs génétiques qui favorisent la thrombose plus facilement. Ça peut être effectivement un argument pour dire, attendez-vous, je vous mets sous machin parce que ceci. Nous, on le sait. Mais voilà, il n'y aura pas demain d'épidémie d'embolie pulmonaire spontanée à cause du Covid. Vous pouvez sortir. On peut sortir. En plus, il fait beau. Je ne sais pas si tous les gens qui nous regardent, il fait beau dans toute la France, mais en tout cas, nous, on a d'excellents, on a de très beau soleil aujourd'hui. Et alors, si on n'est pas du tout sportive, et même s'il fait beau, on n'a pas tellement envie de bouger, on n'aime pas trop marcher. Enfin, bref, on est quand même adepte c'est ça, de la station assise et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est plus à risque et comment on peut éviter l'insuffisance veineuse? Alors, comptez sur votre capital déjà. J'espère qu'il est bon. Demandez à vos tantes, à votre grand-mère, à votre mère s'il y a eu beaucoup de varices dans la famille. C'est de toute façon pas une attitude de santé en général, même sans se limiter à l'insuffisance veineuse. Oui, il y a des gens qui aiment pas faire du sport, je comprends tout à fait. Encore une fois, si on prend les 7500 pas par jour, ce qui doit faire à peu près 4 km, et qu'on en fait 25%, ce qui fait un petit kilomètre d'un bon pas, pour aller choper son métro. En fait, c'est ça. J'ai remarqué, il y a beaucoup de patients en télétravail qui m'ont appelé et qui ne se rendaient pas compte à quel point le simple fait de se lever le matin, de prendre la voiture, d'aller au boulot et d'aller au resto d'entreprise, ça suffit en fait à pas être gêné. Mais là, d'être confiné pendant quelques semaines, clac, on bascule de l'autre côté. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus avoir en permanence en tête ces jambes à se dire si je ne bouge pas, je vais avoir des varices. Non. C'est anxiogène, ouais, ça c'est sûr. Voilà. Ça fait partie de toute façon, l'activité physique, d'une démarche de santé. Alors, les signes qui doivent me pousser à voir un médecin, quels sont-ils? Les crampes, les douleurs qui persistent, qui se répètent, ça revient. Voilà, c'est pas juste 3-4 jours en plein mois d'août. Ce sont ces signes de lourdeur, de douleur, de crampes qui arrivent en fin de journée. Le petit œdème qui va se constituer, toujours pareil, c'est cette notion de répétition au fur et à mesure des jours qui passent, de l'activité professionnelle. Se dire, tiens, c'est vrai, j'ai pas été gêné le week-end, on a bougé, on est allé à droite, on est allé à gauche. Il y a donc une insuffisance veineuse qui peut être sensibilisée par l'activité professionnelle et on a vu qu'il y avait des moyens de ralentir et de soulager. Ralentir et soulager. On ralentit, on soulage et ça va toujours pas, donc il faut quand même aller consulter, je suppose. Bon, souvent, parce que même les garçons le font dans ce cas-là, quand on a des crampes la nuit, à avoir du mal à s'endormir, que la journée on est fatigué, on rentre, on a les jambes qui pèsent, on est mauvais poil peut-être un petit peu. C'est qu'il faut venir. On a toujours une bonne idée, une bonne raison de ne pas aller chez le dentiste parce que j'irai demain, j'ai pas le temps. N'attendez pas de vous réveiller avec une rage de dents dimanche à 7h quand c'est difficile de trouver quelqu'un éventuellement. C'est ces signes-là qui vont se répéter. C'est vraiment la répétition et l'intensité des symptômes. C'est ce que je dis donc à mes patientes qui sont stables. Je dis, n'hésitez pas. Si vous avez l'impression que ça revient plus régulièrement, que les symptômes réapparaissent, ou qu'il y a un truc une varice qui sort. Parfois, on a une varice qui sort et puis on n'a pas eu de symptômes. Ça peut arriver aussi. Faut appeler. On est là.
Donc là, justement, avec le déconfinement, c'est le moment de prendre votre téléphone et ou les sites internet sans les citer de prise en rendez-vous en ligne. C'est le moment de prendre rendez-vous. Oui, voilà, ça va aussi être l'été arrive, donc c'est le moment de faire Les les jupes, bilans. ouais. Les jupes, Voilà, les ouais. jupes, voilà, vous savez qu'aujourd'hui on peut aussi traiter, et puis quand on aura le droit d'aller à la plage, aller à la plage rapidement derrière. Toutes les solutions sont possibles. Euh, on peut aujourd'hui effectivement s'y traiter l'été. Ça, c'est une vieille habitude, hein, qui est un peu une idée reçue. Les médecins phlébologues dans le passé étaient souvent des médecins de cure et allaient l'été dans Ah leur centre. oui, 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 oui. C'est simplement ça. Et puis, bah oui, les chirurgiens prennent des vacances l'été. Non, oui, normal. Enfin, si, ils peuvent partir comme nous tous, Oui, mais alors cette année, ça va être compliqué, je crois. Oui. donc justement, vous avez travaillé là cet été. Combien d'attentes pour avoir un rendez-vous? Écoutez, en moyenne, alors bon, là, on a réorganisé un peu les plannings, on a vu un peu les patients fragiles, donc on a de la disponibilité. On s'est arrangé aussi pour en créer, justement pour répondre aux demandes. Je pense qu'on a tous fait un peu pareil dans nos cabinets. Euh, Sans faire un tri, on a redistribué les priorités. Sinon, oui, à pleine période, parfois, ça peut prendre 3-4 mois pour voir un médecin, mais ça, c'est un peu la démographie médicale qui veut ça. Alors, les outils modernes, c'est vrai, c'est sympa. Ça permet d'ouvrir des plages un peu au fur et à mesure. Tous les 15 jours, on a des plages qui s'ouvrent pour éviter que ça soit rempli 4 ou 5 mois à l'avance. Euh, Parfois, les places sont un peu chères, oui, c'est vrai. Mais, Bon, parfois, il y a des annulations. Enfin bon, en tout cas, il ne faut pas hésiter à le faire maintenant, hein, et pas oui, voilà. De attendre. Voilà. toute façon, le bilan, faut le faire. On va pas Mm. forcément se jeter sur un traitement, mais les bilans, faut les faire. C'est comme ça. C'est comme les papiers, il faut les faire. Donc, y a-t-il d'autres questions? Auquel cas, nous allons clore Mais soit on était ce Facebook Live. clair, mais avec plaisir. Voilà. Ben, merci à tous, en tout cas, pour votre participation, à toutes ces nombreuses questions, parce que je vois l'intérêt, les gens qui décrivent ce qu'ils ont et qui savent pas forcément, qui n'ont pas forcément un diagnostic qui est posé sur ce qu'ils ont, les jambes qui gonflent, ok, ça peut être plusieurs choses. Donc, n'hésitez pas à consulter, surtout aller voir votre médecin. Et je vous rappelle que la conférence est enregistrée, donc vous pouvez tout à fait la revoir, et également quand vous voulez, et bien sûr la partager. Et n'oubliez pas, donc, si vous avez des soucis et si vous savez pas de l'insuffisance veineuse et si vous savez pas ce que c'est exactement et si vous avez des symptômes, n'hésitez pas à consulter. Merci docteur Merci, merci à vous, Christine. Merci beaucoup. et très bonne soirée à tous. À vous aussi. Et on reste encore chez soi.